Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13e épisode de l'âme des jeux, toujours en cette période des JO de Paris. Alors parmi les disciplines attendues, il y a bien sûr la boxe, n'est-ce pas, la boxe. Alors je vous propose de rentrer sur ce ring immédiatement en compagnie de Christophe Bourgois-Costantini. Bonjour Christophe. Ah ma chère Marie-Ange, vous savez quoi, vous êtes tellement belle que vous me faites penser à ces femmes qui défilent avec des numéros signalant le comptage du ring. Vous savez, quand elle passe comme ça avec leur panorama, les femmes sandwich de ring. Mais je vais essayer de deviner quel est notre invité, mais il pourrait très bien vous obtenir un petit contrat là-dessus avec le Palais des Sports. Oui. Un complément de la radio Notre-Dame. Il compte 3 titres de champion du monde de boxe française, fils du boxeur Anthony. Alors je n'ai pas le nom de famille, son papa s'appelle Anthony. Il se prédestine à une carrière de footballeur. En 1999, il est détecté par le centre de formation de Charleroi. Il découvrira peu après la savate à l'issue d'un cours d'initiation en classe de 3e, puis atterrit dans une salle de boxe française dans laquelle il connaîtra sa première défaite. Alors il s'entraîne dans le but de battre celui lui ayant infligé sa première défaite. Il prend par la suite goût à la boxe française en éveillant sa passion pour la savate. Et là maintenant il va falloir deviner, Christophe, en 2002, il sera sacré champion de France dans la catégorie espoir. En 2003, il prendra le titre de champion de France dans la catégorie honneur, c'est donc écoutez, vous m'avez parlé 2 fois de savate, donc j'hésite entre Berluti, Weston, mais ça serait pas notre ami Enoch Effa. Bien joué, bonjour Enoch. Bonjour Marion, bonjour Christophe. Bonjour ravi de vous recevoir dans cette âme des jeux. On est ravis de vous recevoir, vous et votre livre, Les 12 rounds pour exister au-delà des échecs. On est bien dans notre sujet du jour puisque nous avons décidé de consacrer ce 13e volet à la boxe, une école de vie. C'est vraiment une école de vie, Enoch Effa, ou pas ? Oui, c'est une école de vie. Pourquoi ? Parce que c'est les valeurs, on y vit des valeurs qui sont transposables dans notre quotidien, dans un quotidien qui peut être professionnel, familial, amical. Par exemple, si je travaille l'humilité, la patience, la concentration, ça va être des notions qui vont être transposables et transférables. Donc c'est vraiment une école de vie dans laquelle j'ai pu puiser des choses qui me servent jusqu'à aujourd'hui. Parce que souvent on a une idée préconçue de la boxe comme un truc de genre un peu violent, brutaux, sauvage. En fait, quand on vous voit, vous êtes la douceur incarnée. En fait, il y a ceux qui voient le résultat. Le public qui vient voir des combats de boxe n'est pas celui qui vit le process et l'expérience de la boxe. Donc, il y a toujours un décalage, c'est comme dans tout, entre ceux qui expérimentent et ceux qui voient juste c'est vrai qu'on n'attend pas les résultats. Mais vous avez un très bel exemple, c'est que vous aviez un champion du monde absolu, l'un des plus grands de la boxe américaine, dans les années 20, qui en fait un jour va dans un cocktail avec sa femme. Quelqu'un manque de respect à sa femme lui dit « mais casse-lui la gueule », et il lui dit « mais pourquoi je vais lui casser la gueule, je suis champion du monde de boxe ». J'adore cette phrase. Tout est là, c'est-à-dire qu'en fait, en dehors du ring, ce sont des gens extrêmement calmes, posés. Du reste, pour être un champion, il faut être, dans l'absolu, être calme et posé, intelligent, réfléchi et prendre du recul sur les choses. Même si le goût de la boxe ne vient pas nulle part, c'est-à-dire qu'on n'a pas envie de faire de la boxe par hasard, Enoch, peut-être. Ça, on peut le dire. Alors moi, ça a été plus un hasard. C'est vrai qu'on a présenté mon père comme boxeur, mais c'était plus un bagarreur. C'était plus quelqu'un qui se laissait pas faire. Et j'aime bien ce que Christophe vient de dire, c'est qu'on parle d'être champion et pas avoir le titre. Il y a une différence. Quand tu es champion, c'est un état d'esprit. Avoir un titre, avoir un statut ne te confère pas forcément les valeurs du champion. Donc du coup, ça vient pas par hasard, mais moi, le combattant premier que j'ai connu, que j'ai côtoyé, ça a été ma mère. La combative, c'est elle. Mon père, c'est plus l'aventurier, c'est une autre forme de combat. D'accord. Mais du coup, oui, ça vient de là. Après, la forme que ça a pris, ça a été sur les rings, et c'était pas par passion du tout. La passion est venue après, parce que j'ai vécu le process qui m'a fait grandir en tant qu'être humain, qui m'a montré que je pouvais du coup aller relever des défis dans d'autres sphères, et ça m'a amené en plus à m'ouvrir, à rencontrer des gens qui viennent d'autres rings et de trouver des valeurs communes, quoi. Mais dès le départ, vous étiez sur plusieurs champs, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé depuis le début de ces émissions de l'âme des jeux avec Christophe Bourgois-Costantini ici présent, qui est coach mental. Je ne l'ai pas précisé, pardon Christophe, je vous ai mal présenté vous pour le coup au début de l'émission pour les gens qui nous rejoindraient maintenant seulement. Mais vous êtes consacré dans un premier temps uniquement à la boxe. Vous avez tout de suite diversifié vos champs de compétences, vos champs
de créativité, etc., Enoch? Oui, pour moi, en fait, je boxais pour devenir meilleur, entreprendre ma vie, il fallait sortir des services sociaux. Dès le départ, je me suis dit, et quitte à me fixer un objectif, je m'étais donné 5 ans pour devenir champion du monde parce que les objectifs qui sont très atteignables ne stressent plus que ceux qui sont fous. Voilà, foutu pour foutu, je me dis, autant aller viser le monde que de stresser à ne pas réussir quelque chose que tout le monde pourrait atteindre. C'est peut-être un peu contre-intuitif. Ça lui parle à Christophe, ça vous parle ça? Bien évidemment. Moi, je trouve ça étonnant. Non, c'est toujours la vertu des contraintes. Et puis, encore une fois, moi, ce que je trouve de formidable dans ce qu'il vient de nous confier, c'est que au départ, on a des prédispositions, on a des drivers, ok ? Et l'école, elle nous détourne de ces drivers d'origine, dans lesquels on est bon. Moi, quand je fais changer de vie à des gens à 50 ans parce qu'ils ont oublié ce qui les rendait heureux enfants. Et vous voyez, ils sont entrés dans le cartésianisme, l'école, le moule. Mais dans ce que nous dit Enoch, c'est dès le départ, lui, qu'est-ce qui fait sa force, en fait? Alors peut-être après contraint par plein de choses, ça arrive dans toutes les familles, des névroses, des choses comme ça. Mais en fait, il suit son driver. Et ça l'amène à la réussite. Il n'y a pas meilleure réussite que suivre des drivers qui vous rendent heureux, en fait. Surtout en faisant un sport qui est très très mal présenté, parce qu'on est de plus en plus dans le show business, mais c'est très chevaleresque la boxe. C'est-à-dire mais ils s'embrassent après la fin d'un combat, ils se respectent énormément entre combattants. Il y a quand même, après pour le showbiz, encore une fois, on monte et on invente des histoires entre machin et bidule, vous voyez, mais in fine, le meilleur ami de Mohamed Ali sur sa fin, ça sera pratiquement l'un de ses pires ennemis qui sera George Foreman, avec lequel il sympathisera. Il aura du mal avec Joe Frazier, parce que ça dépassait tout un cadre, mais ils se respectent énormément. Ce sont des chevaliers, comme on le faisait à l'époque. C'est-à-dire, je vais te casser la gueule, on a les mêmes armes, il y a un juge, il y a le gong, c'est un peu comme on faisait au tir au pistolet au 18e ou 17e pour régler un différend. Et puis, bon, je t'ai blessé au bras, mais je reconnais ta bravoure. Parce que pour arriver là, c'est le sport le plus dur au monde. Il n'y a pas plus dur que la boxe. C'est vrai ou pas, Enoch, ça, pour vous? Alors, pour comparer avec d'autres sports, je ne sais pas si je dirais c'est plus dur, c'est souvent, par exemple, quand on était à l'INSEP, on se respectait mutuellement de sport à sport, mais les autres nous disaient, franchement, je ne ferai pas ce que tu fais. C'était clair. Ils disaient, mais nous, on ne ferait pas ce que vous faites. Pourquoi? Alors déjà, on ne va pas parler d'argent, parce que là, on parle de valeur, donc valeur et prix, ce n'est pas du tout la même chose. Mais vous êtes mercredi matin, vous en êtes déjà à votre 5e entraînement, et les coups, ce n'est pas de la nourriture. Les entraînements sont plus durs que les combats. Et il faut trouver une motivation. Non, au-delà de la motivation, parce que la motivation, c'est une vraie arnaque. Il faut trouver un pourquoi qui t'amène à rester discipliné en disant « j'investis sur moi », en faisant en sorte que dans l'échange des milliers de coups qu'il y a, je puisse sortir du lot. Je suis dans un sport individuel, je dois créer aussi un collectif, parce que si je n'ai pas de collectif, je ne suis pas tiré vers le haut. Et dedans, avec la capacité aussi à se soigner, à se rétablir et ainsi de suite, physiquement et mentalement, pour espérer passer toutes les étapes pour gagner, et tout en restant soi-même. Voilà. Bon, alors, écoutez, heureusement que je n'ai pas choisi boxe. Et ma chère Marie-Ange... Non mais c'est magnifique, Enoch, je plaisante, mais c'est magnifique. L'autre chose, c'est que ce sont des personnalités très inspirantes. Déjà dans leur propre environnement proche, et par rapport à tous les problèmes qu'on rencontre en ce moment, les banlieues, etc., ce sont des icônes qui apportent la paix quand même. Ce sont des exemples de valeurs. C'est-à-dire qu'ils montrent qu'ils viennent d'un milieu qui est difficile, mais que malgré ça, ils ont réussi dans la vie. Et ils la ramènent pas. Alors certains la ramènent avec les belles bagnoles, les belles gonzesses, les Vuitton, les machins. Mais le vrai champion comme celui qu'on a en face de nous, il ne la ramène pas. Et vous avez des champions qui ont participé à des causes de dingue. Actuellement, qui a été l'un des premiers à se mobiliser pour l'envahissement de l'Ukraine? C'est Klitschko, le maire, ancien champion du monde, plusieurs fois de boxe, avec son frère. Qui s'est mobilisé pour la défense des Noirs aux États-Unis, etc. C'est Mohamed Ali. Donc, ce sont des gens qui sont très connectés à une forme d'égalité, une forme de respect de l'autre. Et je trouve ça puissant. C'est peut-être le seul sport où on porte toutes ces valeurs-là. Est-ce que la soif de justice en fait partie aussi? Peut-être. En fait, vous êtes assoiffés de justice. J'ai appris une chose, après je parlais d'expérience personnelle, c'est déjà, dès que tu apprends à combattre pour et que tu arrêtes de combattre contre, il y a des choses qui dépassent les rings qui vont t'animer. Donc, ça peut être aussi la soif de justice. Alors, quand je dis soif de justice, c'est pas vengeance. Ça peut être revanche sur la vie, parce que tu t'autorises, en fait, à
recréer quelque chose de nouveau qui est en lien avec un succès, une nouvelle personne que tu façonnes par un quotidien qui est jonché d'entraînement et donc de challenge et de défis. Donc du coup, il y a peut-être cette soif de justice, mais qui après va dépasser les rings, parce que quand tu découvres la beauté qu'il y a à chanter la Marseillaise, par exemple, moi je l'ai apprise à 21 ans, que tu vois que tu es capable d'aller au milieu du ring et de couvrir les sifflets, parce que là où j'étais le plus sifflé sur la Marseillaise, ça a été en France. Et que tu vois qu'en fait, non, tu peux combattre en ayant des impacts qui dépassent le ring, et ben du coup, ça te mène à te connecter à des choses qui te dépassent toi-même. Ça va au-delà de la petite victoire. Mais ça démarre quand tu arrives à choisir un combat pour quelque chose et pas contre. Et puis c'est très stratégique. On l'oublie beaucoup. C'est qu'on pense que ce sont des êtres qui se tapent dessus. Pas du tout. Et qui se mettent KO. Derrière, il y a bloqué la fonction glycogénique du foie. C'est-à-dire, en fait, vous avez 2 points faibles, grosso modo, Enoch me corrigera. C'est le menton, parce que vous avez directement un nerf qui est relié à une déconnexion du cerveau, donc vous tombez KO. Mais c'est très dur à faire parce qu'il y a une protection haute, vous voyez, avec les gants. Mais sinon, toute l'astuce est que soit il baisse sa garde, soit il la remonte de telle manière que vous tapez au foie. Et si vous tapez au foie, à un moment donné, ce foie, il coupe. Il coupe quoi? Il coupe la production de glucose avec l'insuline. Et donc, les gars n'ont plus du tout de force. Donc, c'est très stratégique, l'occupation de l'espace, jouer avec les cordes. Donc, c'est l'adaptabilité en permanence, comme un chef d'entreprise. Tous ces gens-là pourraient être des chefs d'entreprise. Enoch l'est, d'ailleurs. Oui, il va nous en parler, bien évidemment. Mais vous voyez, c'est ça, ils savent faire. C'est de la stratégie pure, pratiquement de chef d'entreprise, même sur le ring. Vous êtes d'accord avec ça? Allez-y, la preuve par le terrain. La preuve par le terrain, c'est par exemple sur le ring, quand je suis amené à prendre des décisions en situation incertaine, dangereuse, voire périlleuse, je vois qu'en tant que chef d'entreprise, c'est mon boulot premier. Quand je dois me transformer en solution, parce que mon boulot, c'est d'être face aux problèmes et de les transformer en solution. En entreprise, c'est pareil. Par contre, ça ne se fait pas par hasard, parce que le hasard mène au bazar. J'ai une programmation d'entraînement avec des cycles, des macrocycles et des mésocycles, tout comme en entreprise. J'ai mes tableaux de bord avec mes KPI et ainsi de suite. Et j'accepte une seule chose, c'est que la seule chose qui est permanente, c'est le changement. Donc, la seule chose qui est permanente, c'est le changement. C'est-à-dire que peu importe le plan que j'ai, comme dirait Mike Tyson, tous tes plans sont bons jusqu'au moment où tu te prends la première patate. À partir d'un moment, je fais preuve d'agilité, de toutes ces valeurs qui vont faire en sorte de réadapter les choses par rapport au contexte et en phase avec un cap. Et ça se joue, concrètement, donnez-nous un exemple là, sur le ring. On vous imagine, là, il va y avoir un coup imprévu. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On regarde. Il y a le regard d'abord qui joue, c'est quoi? Alors déjà, il y a quelque chose qui se joue entre les deux boxeurs et qui est au niveau de l'attitude et du regard. Ça, c'est vraiment bien joué, Marie-Ange. Et ça, le public ne va jamais percevoir. Il y a des coups qui vont toucher physiquement, il y a des coups qui vont toucher mon âme. D'accord. Comme dans les 7 samouraïs, comme dans tous les films d'arts martiaux japonais. C'est ça. Oui. Donc, tout comme en entreprise ou dans la vie de tous les jours, il va falloir que moi, je retrouve mon timing. Il y a une différence entre le chrono... timing, qu'est-ce que c'est ? Le timing, c'est ce qui va allier la partie temps et... circonstances, c'est-à-dire que les deux vont devoir être alignés pour que je puisse déclencher le bon coup au bon moment. Il va falloir aussi que je reprenne le centre du jeu selon ma stratégie dans laquelle je suis à l'aise. Si je suis un défenseur, il va falloir que je me mette en mode défensif. Si je suis un contre-attaquant, après que je me sois réorganisé et remis en place mon timing, repris le centre des débats, il va falloir après que je vois quelle décision je prends pour déclencher le bon coup au bon moment. En fonction de votre force naturelle, c'est ça? Alors, il n'y a pas que la force. Il va falloir avoir la force, l'intuition et aussi le niveau de ce que je vais appeler la foi. C'est-à-dire, est-ce que ma conviction, elle est au beau fixe? Et tout ça en quelques microsecondes, quoi. En quelques microsecondes. Et c'est que de la répétition, parce que tu apprends à te donner des consignes. Allez, vas-y. Allez, recule. Appuie sur pause. Appuyer sur pause, ça ne veut pas forcément dire fuir. Prends du recul. Allez, tourne. Respire. Tu te dis tout ça. Qui vous a appris tout ça? À prendre des décisions, c'est intéressant. Après, la chance que j'ai, moi j'ai une double culture, je suis franco-ghanéen. D'accord. Et dans la même famille, il y a différentes religions. Et j'ai toujours posé la question, pourquoi? Donc à chaque fois que je m'entraîne, moi je veux un pourquoi, je veux une thématique, je veux quelque chose qui ait du sens. Et quand je ressors du ring, pendant que tout le monde célèbre, je me dis, mais attends, je me suis pris ce coup-là, il faut que je l'évite pour la fois d'après. Pourquoi? Comment? Donc je mets des mots dessus.
Et le thème, c'est l'école de la vie, mais malheureusement, c'est aussi l'école de la mort. Parce que ce qu'on oublie de dire, c'est qu'ils font un métier extrêmement dangereux. Mais oui, c'est vrai, moi, je prends un pain d'Hénoclin, il me tue. C'est une arme. Non, mais c'est une arme. Il faut être bien conscient que ces gens qui montent sur le ring, c'est d'une puissance incroyable. Il n'y a pas besoin de Kalachnikov. C'est très très fort en fait. C'est-à-dire que je saurais regarder et me dire voilà, là je vise le sternum et je lui éclate un os, ou je crée une arythmie, ou je saurais le faire. Je saurais le faire, mais ce qui est assez fou, c'est qu'on passe vraiment de la notion de voilà, on fait parler des émotions, des pulsions, à la notion de maîtrise. Moi, le nombre de fois, je me suis retrouvé dans une situation où mon envie, ce qu'il y avait dans ma tête, et la distance que j'ai prise avec cette envie m'a sauvé, et a sauvé potentiellement l'autre. Parce que vous êtes un humain aussi dans le reste du temps, vous n'êtes pas que sur le ring, donc vous êtes énervé par moments, voilà. C'est ça, mais dans le ring de la vie, en tout cas, je sais que ça m'a servi, et ce sont des valeurs transposables. La maîtrise vous a servi. La maîtrise, mais ça se cultive au quotidien. Tu n'arrêtes jamais d'être boxeur, en fait. C'est-à-dire, ça se travaille comment, ça, la maîtrise? Aujourd'hui, je fais des petits exercices de respiration. J'ai des poils blancs maintenant, vous savez. C'est quoi le rapport, les poils blancs, enfin? Voilà, on essaie de prendre un peu en sagesse. On se dit, qu'est-ce qu'on peut garder de ça? Donc, on se met des petites routines matinales. Voilà, c'est pour ça que vous voyez avec ce sac là derrière. Je me dis, voilà, il faut que je prenne rendez-vous avec moi-même, parce que pour affronter le challenge du quotidien, il faut que je rassemble mon énergie pour que je puisse choisir les réponses que je vais donner. Quand je me prends un coup, que ce soit un coup professionnel ou quoi, il faut que je puisse être en mesure de changer d'angle, d'être mobile, d'être en mouvement. Et ça se cultive au quotidien. C'est pas avec ma ceinture champion du monde que je fais ça. C'est avec un état d'esprit. J'ai même pas dit que vous étiez quand même champion du monde de boxe française. 3 fois. 3 fois. 3 fois quand même. Et un livre magnifique avec tout un tas de recettes d'ailleurs. Absolument, aux éditions Erol, donc 12 rounds pour exister au-delà des échecs. Les échecs, la boxe est un bon moteur pour se relever de la défaite. On a déjà consacré bien sûr une émission sur justement comment se relever de la défaite. La boxe fait partie des sports un peu maîtres en la matière ou pas? Oui. Moi je pense vraiment que quand on parle, il faut se réapproprier le mot échec et le prendre comme un jeu d'échecs. Et de se dire qu'à partir du moment où j'échoue beaucoup, c'est que je prends des initiatives. Surtout si j'arrive à en tirer des leçons et de me dire, tiens, entre une victoire dans laquelle je ne vais pas forcément puiser beaucoup d'apprentissage et des défaites, dedans il y a une énergie, et cette énergie, en fait, je peux y puiser un apprentissage, une expérience, une valeur qui, elle, va être la clé pour d'autres choses. Parce que les victoires, ce sont que des processus, en fait. On ne se rend pas compte que c'est des processus répétés qui mènent à une conséquence qui est la victoire. Et c'est le processus qui nous intéresse. D'accord. La conséquence, c'est quand ça porte des fruits dans notre humanité, dans notre façon, c'est ça ou pas que vous voulez dire? Alors déjà, en premier lieu, à l'intérieur de soi, et ensuite, après, si c'est un titre, si c'est une performance, un diplôme, ça devient une conséquence. Mais c'est surtout pas ce après quoi on court. Tous les grands sportifs, très rapidement, en fait, moi, quand je les coach, je leur dis pas qu'ils sont champions dans leur sport. Je disais à Rafa... Nadal. Le tennis, c'est un moyen. C'est le pote à Christophe. C'est un moyen de te connaître. Et dans ce que nous dit F1, c'est la grande leçon. C'est un moyen de se connaître. Donc, en fait, que vous perdiez ou que vous ayez un échec ou pas, de toute manière, vous êtes gagnant. Parce que vous apprenez de ça. Donc là, il n'y a plus la notion de victoire. On en parlera dans la prochaine émission, j'imagine. Le télos, le scopos, c'est-à-dire je veux absolument gagner. Ça, c'est con. Ça ne dépend pas de nous. C'est idiot. Le je veux, faucon, yaka. Par contre, de viser un but, ça change tout. Et c'est une vraie philosophie de vie. Et quand on perd son boulot, en quoi la boxe peut nous apprendre quelque chose, un élément? Vous voyez, on perd son boulot et on a une famille à nourrir, etc. Je ne sais pas, c'est quelque chose qu'on vit beaucoup en ce moment, qu'on voit beaucoup autour de nous aussi. Déjà, il faut savoir se créer son environnement. Aujourd'hui, le fait d'avoir eu des coachs, je suis allé chercher des coachs qui ont su être des révélateurs, des boosters de mon potentiel. Quand ils te disent quoi, en tout cas, moi, ce que j'ai retenu, c'est qu'il y a une différence entre perdre et être perdu. Il y a toujours une raison, en fait, qui te mène, en fait, à perdre quelque chose, dans laquelle, toi, tu vas te dire, bon, voilà, comment je mobilise mon énergie, encore une fois, autour de qui je vais, et auprès de qui je vais m'entourer, pour faire en sorte de me créer mon nouveau terrain. Là, je perds quelque chose, mais je ne suis pas perdu. Et parle de quelqu'un qui a déjà perdu job, être proche, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, les leçons que j'en ai tirées font qu'aujourd'hui, je me sens limite pas invincible. Mais je me dis, je suis prêt. Vous lâchez plus aussi, peut-être. Et si je faisais une analogie, je dirais, on change de catégorie. Écoutez. Puisque on change de métier ou on change de catégorie, ce qui arrive souvent dans la boxe. Oui,
Tout à fait. Il faut être flexible dans la vie aussi. Voilà. Eh bien, écoutez, petits acrobates, je vous laisse évidemment en cette fin d'émission jusqu'au prochain match qui aura lieu demain. Merci à tous. Merci à Cédric Goba pour la réalisation, je le rappelle aussi, de l'âme des Jeux tout au long de ces Jeux Olympiques à Paris 2024. Merci les amis. Merci à vous. Merci à vous.